Il y a une chanson qui dit que jamais la fin d'été n'avait paru si belle et que les vignes de l'année auront de beaux raisins, mais cette année, on a surtout vu mûrir les raisins de la colère. Fini les étés où les nouvelles étaient tellement rares qu'on se croyait obligé de réinventer le monstre du Loch Ness, le fameux serpent de mer, parce que les monstres sont devenus quotidiens. Il y a en particulier ce monstre qui ronge le Vietnam et qui se détruit lui-même et qui a vu surgir à l'intérieur de ses propres frontières la menace grandissante du Black Power. Et ce qui s'est passé aux États-Unis cet été, il faut bien le savoir, est très différent de ce qui s'est passé avant. On ne peut plus parler d'émeutes énervées par les chaleurs de l'été, il faut parler d'un véritable mouvement révolutionnaire, d'une guérilla urbaine, à Newark, à Détroit, par exemple. Et le mouvement noir a ses héros, ses prophètes, mais la voix qui, depuis quelques années, rend le son le plus pur et le plus angoissant est celle d'un écrivain de 43 ans, James Baldwin, qui est né dans le Harlem de New York et qui est non seulement un des plus grands écrivains noirs que l'Amérique ait produit, mais un de ses plus grands écrivains tout court. Avec des œuvres comme Go Tell It on the Mountain, Giovanni's Room, Another Country, Nobody Knows My Name, Notes of a Native Son, Blues for Mr. Charlie, ce Charlie c'est le blanc, Going to Meet the Man, et surtout The Fire Next Time, manifeste prophétique de la violence qui allait s'abattre sur les États-Unis, James Baldwin est un homme qui témoigne du désarroi de son pays et de l'angoisse de son temps. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir en studio M. James Baldwin. Quand on a lu vos livres et ce que vous avez écrit de votre enfance, la première question qui vient à l'esprit, c'est précisément de vous demander de raconter ce qu'a été cette enfance dans le ghetto de Harlem et de quelle façon le monde vous est apparu, de quelle façon vous avez découvert le monde qui vous entourait. Ça, c'est difficile à répondre parce que ça commence, vous comprenez, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On a 5 ans ou 7 ans. Et on commence à soupçonner qu'on se trouve où on est parce qu'on est noir. Mais un enfant n'a pas un mot pour ça. Vous comprenez? On arrive à comprendre qu'on est, pour une raison ou une autre, on est méprisable. Il n'y a rien à faire. Et... Mais ce n'est pas au sein de votre famille que vous êtes méprisable. Non. Ce n'est pas avec vos compagnons qui sont noirs aussi. Non. Comment ça se passe? Pour vous, quel était le choc ou les chocs qui vous ont donné ce sentiment d'être méprisable? D'abord avec mon père, qui essayait de nous protéger contre ce choc. Hein? Parce que moi, je sais pas, il me trouvait assez difficile. Et c'était les années 30. Et à ce moment-là, il y avait toujours les Blancs qui habitaient à Harlem. Et j'avais un copain, à mon âge, qui était blanc. Nous avions à peu près 10 ans, 7 ans, je ne sais pas. Et c'était défendu par mon père. Pourquoi c'était défendu? C'est ça que je n'ai pas compris. C'est ça exactement que je n'ai pas compris. Est-ce que c'est parce qu'il cherchait à vous protéger? Il cherchait de me faire comprendre que, en étant noir, que j'avais une espèce de vie pas comme les autres. Que les choses que mon copain, à 7 ou 10 ans, peuvent espérer, moi je ne pouvais pas espérer. Il essayait de me faire comprendre que ça voulait dire d'être noir. Et évidemment, un gosse ne comprend rien. Et évidemment, un gosse est toujours une espèce de...
on n'accepte pas, on ne comprend pas. Et il n'y a pas moyen de le faire comprendre à un gosse que ça va dire d'être noir, d'être méprisé. Vous comprenez? Oui. Vous disiez il y a quelques secondes que quand vous étiez petit, vous n'aviez pas de mots pour noir. Non, il n'y a personne qui a le mot. Et ce que je dis pour les blancs, pour les noirs, est également vrai pour les blancs, qui eux non plus, à 7 ans ou 10 ans, ils n'ont pas le mot non plus. Il n'y a pas moyen d'expliquer à un garçon blanc ou un garçon noir pourquoi on ne peut pas être amis. Pas moyen. Mais ça fait un choc, ça fait une espèce de trauma absolument insupportable. Et il n'y a presque personne qui peut le supporter, qui peut le dépasser plutôt. Hein? Et ça reste toujours. Et personne ne peut le connaître à moins d'être né noir, précisément, dans un pays. Mais vraiment, le drame, c'est pas cela. Et pas uniquement les choses qui arrivent chez les Noirs. Il faut qu'on comprenne que, d'une autre manière, la même chose arrive chez les Blancs. C'est-à-dire que dans tout le pays, mais surtout dans le Sud, il y a les garçons, les garçons et les filles, quoi. Hein? Qui comme tous les gosses partout, dans tout le monde, s'aiment, quoi. Qui sont les copains. Et tout à coup, un jour, le rideau tombe, toc, boum, c'est fini. Et on comprend pas du tout, ni noir ni blanc. Sauf le blanc, chez nous, dans mon pays, trouve un moyen de se défendre contre, parce que pour eux, c'est une question de la carrière, de la vie, un moyen d'être sauvé, quoi, d'être respectable. Hein? C'est le prix qu'on paye pour ça, c'est de perdre vos amis de l'enfance. Et ça, c'est beaucoup plus grave que ça, parce que les choses qu'on perd à ce moment-là, on ne les retrouve jamais. Et on passe toute une vie en espérant, en essayant, en cherchant quelque chose perdu. Tandis que le noir est beaucoup plus amer. Qu'est-ce qui vous frappait davantage à cette époque-là, disons, quand vous aviez 7 ans ou 8 ans ou 10 ans? Est-ce que c'était que vous sentiez la haine des Blancs à votre égard, ou si vous sentiez que vous n'aviez pas votre place dans cette société-là? Qu'est-ce qui frappait le plus? On ne sentait pas l'aine. On sentait quelque chose, parce que c'est pas l'aine, vraiment. On sentait uniquement qu'on était en dehors. En dehors. Dieu sait pourquoi. Mais on sentait en dehors de toutes les choses qu'on voulait avoir, toutes les choses que peut arriver à n'importe qui d'autre ne peut pas arriver à vous. Uniquement parce que vous étiez d'une couleur différente. Hein? Ouais. Et c'est impossible de comprendre cela. C'est impossible d'accepter cela. Hein? Et on passe toute une vie en essayant de se ranger avec cette espèce de désespoir. Pire que du désespoir, parce que vous avez écrit dans certains de vos souvenirs que vous aviez, à un âge assez jeune, éprouvé vraiment la rage intérieure, et avec, je dirais même, des phénomènes physiologiques. Oui, d'accord, parce que la crise arrive, franchement, la crise arrive au moment que on a passé. La crise arrive avec le découvert de, comment dire-je en français, C'est in English. avec le puberté. La puberté. Puberté, hein? Et à ce moment-là, toutes les portes sont fermes. Hein? Mm-hmm. On ne peut pas se marier avec... on ne peut pas faire ceci. On ne peut pas faire cela.
au moment qu'on commence à devenir un homme, du point de vue physiologique, c'est à ce moment-là que le rideau tombe, définitivement et pour toujours. Et c'est pas parce qu'on a envie de se marier avec une fille blanche. Pas du tout. Mais il n'y a pas moyen de se demander pourquoi pas. C'est pas un singe après tout. C'est un homme comme les autres. Et pourquoi je ne peux pas le toucher? Et qui a le droit de me dire qui je vais marier? Et si on le doit, ils sont arrivés de le voir comment et pourquoi. Et le drame commence à ce moment-là. À partir de ce moment-là, on commence à lutter n'importe comment. Oui, mais pour sa vie. Quand on s'appelle James Baldwin et qu'on a du talent, il y a d'autres façons de lutter. Par exemple, on décide à 14 ans je n'ai pas né de devenir preacher. Baldwin. On devient prédicateur. C'est une façon de s'évader. Oui, d'accord. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cette expérience d'être preacher, prédicateur, à 14 ans? Vous faisiez des sermons. C'était un moyen de sauver mon amour propre. Dans quel sens? Enfin, j'ai bien compris que je ne peux pas... comment dire, j'ai vu mon père, hein, qui travaillait pendant toute sa vie dans les usines, quoi, hein, d'une manière absolument épouvantable. Et je savais que moi, je ne pouvais pas faire cela. Enfin, je sentais que je ne pouvais pas. Et donc, dans le monde dans lequel j'étais né, dans lequel je me suis trouvé, il n'y avait pas beaucoup de moyens de pas exactement l'échapper, mais de le contrôler, d'avoir le pouvoir de vivre. Donc, parce que j'avais presque 14 ans, parce que à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre toutes les choses, toutes les difficultés d'être un homme dans mon pays, d'être un homme, d'être sexuel dans ce pauvre pays. Je me suis évadé, je supposais, dans l'église. Heureusement, pour moi, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais est-ce que les sermons que vous faisiez à ce moment-là étaient des sermons inspirés de l'enseignement qui avait été donné à vos ancêtres? À savoir que le noir doit se réfugier dans les valeurs spirituelles. Oui, mais par contre, j'ai aussi compris pourquoi on se réfugiait dans ce domaine. Pourquoi? Parce que, évidemment, si on ne peut pas vivre sur la terre, on va vivre ailleurs. Oui, et la terre devient une vallée de larmes. D'accord. Et moi, non, ça n'a pas marché pour moi. Et vous avez d'ailleurs vite quitté ce domaine d'activité. Non, pas vite, pas du tout. Il a fallu 3 ans et demi. C'était pas vite. Pas du tout. Vous avez trouvé ça très long. Et dans vos récents écrits, vous avez d'ailleurs une attitude qui est tout à fait différente de celle que vous aviez à l'égard de cette forme de religion. En tout cas, vous faites dire à certains de vos personnages des choses extrêmement dures sur Dieu, qui est un blanc. Et si vous le rencontriez face à face, je ne crois pas que j'ai beaucoup changé. Dans Hotel on the Mountain, tous ces prédicateurs, tout le troupe, quoi, ils étaient avec Dieu parce qu'ils ne trouvaient pas un autre moyen de vivre. Ils étaient avec Dieu parce qu'ils ne savaient pas quoi faire autrement. Hein? Gabriel, par exemple, le père, était exactement comme Elijah Muhammad, mais exactement. Il détestait tous les blancs, tous les pécheurs. Il disait pécheurs, mais il voulait dire les blancs. Et toute sa vie était contrôlée par cette haine, qui pour lui était une espèce de... Il supposait que c'était une espèce de crétinisme. Et bien sûr, malheureusement, c'est une espèce de crétinisme
Mais c'était basé sur une espèce de haine si profonde que puisqu'il ne pouvait pas le lancer en dehors, ça lui tuait. Parce que ça restait dedans. Et c'est exactement l'histoire de Elijah Muhammad et tout. Enfin, c'est l'histoire de Noirs américaines. C'est l'histoire de Noirs chrétiennes. Parce qu'on est devenu chrétienne par force de choses. Et aussi en train de voir chaque jour de votre vie, les chrétiennes blancs, qui disaient une chose et faisaient une autre. Les chrétiens blancs qui veulent prêcher de l'amour de Jésus-Christ et qui vous tuez l'instant après, dans le nom de Jésus-Christ. Les blancs qui disaient qu'il faut que vous soyez lavé, blanchissé, purifié comme eux. Il n'y a pas moyen de devenir chrétien. Si on est noir, on est en train de regarder les blancs. Et c'est comme ça on arrive à voir le Black Muslim Movement. En somme, c'est l'hypocrisie des chrétiens blancs qui... Pire que ça. Vous avez un mot pire que ça? C'est difficile d'être hypocrite. Il faut être plus ou moins conscient. Je sais, hypocrite. Si je vous dis un mensonge, et je sais que je veux mentir, mais ce qui est pire, c'est que je vous dis un mensonge en train de le croire. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on arrive à voir en Californie Ronald Reagan, par exemple. C'est pas l'hypocrisie. Ils sont tout à fait sincères. Tout à fait. Ou Shirley Temple, ou George Murphy, ou Lurleen Wallace, ou Governor Wallace, ou Senator Eastland. Et toute cette bande, tout ce cirque dans mon pays, ça c'est pas l'hypocrisie. Pas du tout. Malheureusement. La possession tranquille de la bonne foi, c'est peut-être pire. C'est pire. C'est beaucoup pire. Mais alors, vous avez trouvé un autre moyen de réussir à vous affirmer, à survivre même, je dirais, dans une société comme celle-là, c'était de devenir écrivain. Et vous avez d'ailleurs dit que c'était pour vous, être écrivain, ça a été pour vous une question de vie ou de mort. D'accord, mais c'est vrai. Et pourquoi? C'était ça, si important. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel écrivain. Parce que c'était pour vous la seule façon de vous exprimer. Et c'est pas parce que vous étiez noir que c'était une question de vie ou de mort. Non, pas du tout. C'est parce que vous vouliez être écrivain. D'accord, d'abord, pour n'importe quel écrivain, noir, blanc, jaune, c'est la question de la vie ou la mort. Parce que d'abord, n'importe quelle couleur, il faut accepter qu'on va passer sa vie en train de faire quelque chose qu'on se rend très bien compte, c'est impossible de faire. C'est-à-dire de recréer la vie, de recréer l'expérience, n'importe qui, d'abord la sienne. Et on se rend très bien compte que ça ne sera jamais fait. Jamais. On ne touchera jamais. Et si on est noir américain, c'est compliqué un peu parce que on se trouve, dès qu'on devient conscient, devant une espèce de légende, des mieux et des mieux et des mieux, des légendes sur vous. Vous êtes, vous dansez, vous chantez, vous êtes toujours heureux, vous aimez tout le monde, surtout les blancs, vous pensez jamais, vous êtes un charmant espèce de propriété. Donc, et on se rend compte, dès qu'on se rend compte de la gravité de cette mensonge, on se trouve devant quelque chose de très, très dur, de très, très haut. Et à partir de ce moment-là, il faut trouver un moyen de percer cette mur, de forcer les gens qui pensent que vous dansez, qui pensent que vous chantez, qui pensent que vous êtes heureux,
de forcer ces gens-là de se rendre compte que c'est pas vrai, c'est pas du tout vrai, que vous êtes un homme comme les autres, que vous vivez comme les autres, vous souffrez comme les autres. Hein? De forcer ces gens-là de se comprendre que les choses qui m'est arrivé comme moi sont les mêmes choses qui vont arriver à eux. Parce que ce sont des choses qui arrivent comme hommes, finalement. Oui, oui, mais il y a deux moyens de vivre. Ou on essaie de l'évader, ou on essaie de le faire face. C'est vous qui venez de parler de s'évader. Et ce qui me frappe, c'est que à partir du moment où vous avez voulu devenir un écrivain professionnel, et Dieu sait si c'était réussi, vous avez éprouvé le besoin de quitter les États-Unis, d'aller vivre en Europe. Mhm. Pourquoi? Parce que, vous voulez... est-ce que je peux être franche? Si vous ne l'êtes pas à cette heure-ci, vous ne serez pas d'ici la fin. D'accord. Non, j'ai quitté les États-Unis en 1948. Je n'avais pas un sou d'ailleurs. J'ai quitté New York par Paris en disant en moi-même que même si je trouve la mort en France, même si je me trouve dans la rue, claqué, ça ne serait pas pire, ça ne peut pas être pire que les choses qui vont m'arriver fatalement si je reste dans mon pays. C'est tellement difficile d'expliquer à quelqu'un. Comment dirais-je? C'est des petites choses. C'est pas les grandes choses. C'est pas le lynchage. C'est pas le fait d'être brûlé. C'est pas le pistolet. C'est les 24 heures par jour. C'est les 24 heures par jour pour faire les choses les plus simples. Pour avoir une tasse de café, d'entrer dans un restaurant, les choses normales. C'est ça qui tape sur le nerf, finalement. Oui, d'autant plus que dans la plupart des cas, dans le Nord en tout cas, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est fait avec bonne foi, sans s'en rendre compte. Je connais mon pays, au fond. Et je vous jure, mon vieux, qu'entre le Nord et le Sud, il n'y a absolument rien à choisir. Rien, rien, rien. Mais il y a eu pourtant une guerre où... Comment? Il y a eu pourtant une guerre de sécession. La guerre, où les gens du Nord étaient les bons. La guerre n'a rien à voir avec les Noirs. La guerre était entre deux moyennes d'être capitaliste. Le Noir se trouve toujours au milieu, comme pawn, comme pion, oui. Comme pion sur un jeu d'échecs. C'est ça. Mais alors, quand les Noirs, pour échapper à la domination blanche dans le Sud et surtout aux traditions d'esclavage, est monté vers le Nord, il a été victime d'une illusion. Tout à fait. Il y avait l'histoire américaine n'a jamais été écrite, n'a jamais été racontée, mais au début de notre siècle, il y avait les Blancs au Nord, à New York City, en train de tuer les Noirs à cause, et voilà la clé, à cause de jobs. Nous, les Noirs, étaient toujours utilisés comme cheap labor. C'est-à-dire que vous comme Irlandais, vous comme Russes, vous comme Anglais, n'importe quoi, hein, en Amérique, si vous n'aimez pas votre boulot, si vous voulez élever votre salaire, vous êtes toujours menacé par moi, parce que moi, évidemment, je pouvais toujours travailler pour moi. Hein? Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on n'a vraiment pas, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas un labor movement aux États-Unis. Revenons à ce que vous disiez tout à l'heure, c'était pour vous aller crever de faim à Paris. Comment?
pour vous, aller crever de faim à Paris, c'était encore mieux que de rester en Amérique. Et c'est là que vous avez écrit les premières nouvelles qui vous ont rendu célèbre. Mais en même temps, vous avez, là-bas en Europe, rencontré d'autres Noirs, fait connaissance, par exemple, avec des Noirs africains. C'était une période où, en Afrique, on commençait à parler de décolonisation, d'indépendance. Quelle était votre réaction par rapport à ces Noirs qui vivaient à Paris et qui venaient, eux, d'autres pays que l'Amérique, qui venaient d'Afrique? Avez-vous pu voir une différence entre ces deux sortes de Noirs? Deux sortes de Noirs. J'ai compris deux choses. J'ai compris que le Noir venant de l'Afrique, venant de l'Afrique carrément tout de suite, comme ça, était différent de moi parce que il avait quitté son pays, son communauté, la terre. Et moi, j'étais enlevé, il y avait 400 ans. Et évidemment, il y avait un espace. Comme moi américain, je n'ai ni un pays, ni une communauté. J'ai quelques gens. Mais la relation entre moi et l'Afrique était brisée il y a longtemps. Elle était brisée par les Européennes qui étaient en train de faire l'argent sur moi, sur nous. Et c'est une chaîne brisée et pas moyen de le refaire. Il n'y a pas moyen de le refaire aussi longtemps qu'on se trouve sous la domination des Européens. Vous comprenez? Oui, en somme, l'Africain noir qui vit à Paris peut se rattacher à un pays qui a toute une tradition derrière lui, tandis que vous êtes coupé. D'abord, ils sont dans la majorité dans les pays. Dans mon pays... Ça ne paraît pas toujours, cependant, en Afrique Sud, en Rhodésie. Dans l'Afrique du Sud, ils sont dans la majorité. Oui, mais je dis, ça ne paraît pas toujours. Vraiment? Ça ne paraît pas toujours. Oui, mais de toute façon, si moi j'étais né dans l'Afrique du Sud, si j'étais un citoyen, mettons, de Johannesburg, je comprends très bien qu'un jour, tôt ou tard, un jour, la terre m'appartiendra. Pour eux, le boulot, c'est de enlever les Européennes. Il y a un espoir. Et à base d'un espoir, c'est absolument certain. Mais nous, les Noirs américains, nous sommes un dixième d'une grande nation. Une grande nation, une nation que je trouve, moi, criminelle, vraiment criminelle, hypocrite. Et comment dire ça en français? Doomed. Destiné à périr. Destiné à périr. Dont les jours sont comptés. Oui. Nous allons revenir tout à l'heure sur cet aspect-là. Il y a quand même, avant de passer à ça, un autre aspect de votre succès littéraire que je voudrais évoquer. Parce que quand on a commencé à dire James Baldwin est un grand écrivain, les Blancs ont dit on va l'annexer. Et il y a des grandes revues américaines qui vous ont demandé de collaborer. Vous avez écrit des articles. Et on vous invitait dans les cocktails. Vous étiez le noir dont on peut dire « some of my le lion noir ». Est-ce que vous avez résisté à ces tentatives d'annexion? Comment est-ce que vous vous sentiez quand les Blancs vous faisaient des approches sous prétexte que vous aviez du succès?
Ce n'est pas une question des Blancs, il faut dire, vraiment. C'est une question de... c'était vraiment une question d'être écrivain ou non. Pour n'importe quel écrivain américain, le succès, ce qu'on appelle le succès chez nous, c'est-à-dire que tout le monde parle. Ça peut être mortel. Hein? Donc, et ça j'ai bien compris. Et ça n'a rien à voir avec le fait que je suis noir. Ça a quelque chose à voir avec moi-même personnellement, comme écrivain, comme moi, Jimmy Baldwin, et ce que je vois, ce que je vise, ce que je veux. Et je ne suis pas devenu écrivain pour faire partie de ces cocktail parties. Mais on vous y invitait. Évidemment, on m'invitait, mais... Et vous y alliez. Il y avait longtemps qu'on ne m'avait pas invité. Je ne suis pas bête, moi. J'ai bien compris pourquoi j'étais là. Hein? Et même si j'étais tenté de faire partie de ces cocktail parties, c'était impossible parce que je savais quelque chose d'autre. Je savais deux choses, d'ailleurs. Je savais d'abord que si je devais monter dans le bout, si je me trouvais dans la détresse, c'est pas eux qui vont m'aider. Et je savais aussi que la vie que je veux recréer, enfin, de toute façon, que je ne veux pas trahir, ils ne comprenaient rien de tout cela. Pour eux, j'étais vedette, bien sûr, j'étais vedette. Bon, et quoi? Et puis quoi? Hein? Et puis quoi? Pendant ce temps-là, il y avait d'autres gens de couleur aussi qui, dans d'autres domaines, œuvraient. Et il s'est passé depuis quelques années des tas d'événements. C'est là-dessus maintenant que je voudrais vous faire parler. Cet été, vous étiez à Paris au moment où... J'étais à Paris, Istanbul, à Londres. Où il y a eu des scènes de violence comme on n'en avait jamais vu. C'est vous qui aviez écrit, qui aviez prophétisé The Fire, Next Time. Et cet été, on a senti que c'était The Fire, This Time. Pas encore. Pas encore. Et pourtant, à Newark... Pas encore. À Détroit... Pas encore. À Détroit... Ça va être beaucoup pire. Déjà, ça donnait énormément de crainte aux Blancs. Pensez qu'à Détroit, il y a eu 1300 incendies, 1300 incendies, regardez, on voit quelques scènes, là, en 4 jours, qu'il y a eu 36 morts, 2000 blessés, 4000 arrestations, et qu'il a fallu 16 700 policiers et soldats pour établir l'ordre, et qu'il y avait même 2 brigades aéroportées du 101e régiment, la 3e étant en service au Vietnam, qu'on a fait venir des tanks dans la ville de Détroit, qu'on survolait les opérations par hélicoptère, tout comme si c'était agi d'une vraie guerre. Et qu'en tout, au cours de l'été, il y a eu des émeutes dans environ 108 villes américaines. Et on annonçait même en fin de semaine que Harlem, qui est le plus grand ghetto noir américain, n'attendait qu'un signal pour se révolter. Ces tanks qu'on voit dans une ville américaine, une ville du Nord, une ville qui était renommée pour... Ce sont les Blancs qui parlent, pour son progressisme, pour son libéralisme. C'est elle qui avait consacré le plus d'argent des fonds publics. Et c'est là que les Américains n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que lorsque les Blancs faisaient tant d'efforts pour aider les Noirs, que les Blancs, je dis, n'ont pas compris ça, que les Noirs se révoltaient et brûlaient leur propre maison, finalement. Ils n'ont jamais rien fait pour aider les Noirs. Pensez bien que si je vous montre ces images, des images que vous n'aviez pas vues forcément, puisque vous n'étiez pas en Amérique cet été, c'est précisément pour vous demander, et vous avez commencé à le faire, pour vous demander quelle est votre réaction devant ces scènes comme ça. D'abord, vous m'avez dit, ceci qui me paraît bien important, ce n'est pas encore The Fire This Time. Ça va être pire que ça. Vous comprenez, comment dire-je?
avant que, avant que notre pays, mon pays, devienne un pays, il faut que la vérité sur eux-mêmes, la vérité, ce qu'ils pensent, ce qu'ils sont, chacun sur l'autre, chacun sur le noir. Il faut que, exactement comme si c'était la mer, il faut que ça, toutes ces choses profondes, les vraies attitudes, les vrais sentiments se lèvent aux surfaces. Et à partir de ce moment-là, on peut voir un peu l'espoir. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas l'espoir. Au fond, finalement, tous les Américains, chacun, tous les Américains, et on peut dire même tout l'Ouest, mais on se trouve en relief chez nous, se trouvent coupables devant leur propre histoire. Et je ne connais pas le Canada, mais je connais le USA. Et je sais, et je constate que toutes les choses écrites dans les textbooks, l'histoire, la history, toute l'histoire américaine, il n'y a rien que les mensonges. Et jusqu'au moment qu'ils peuvent admettre ce qu'il est fait vraiment avec la terre, avec les Indiens, et pourquoi les Noirs étaient leurs esclaves et aussi leurs frères, et les fils, et les filles, et les femmes, jusqu'ils peuvent admettre ce qui est vraiment arrivé chez nous. Il n'y a pas l'espoir de tout. Il n'y a que la panique. Et maintenant, il n'y a que la panique partout. Partout. De Ronald Reagan, de Lyndon Johnson, de Hubert Humphrey, de Dean Rusk. Dès qu'on, si on ose, regarde les gens qui nous représentent. Senator Eastland, Lurleen Wallace, ils sont tous des criminels. Nous allons, si vous voulez, pour mieux faire comprendre l'évolution de votre pensée, qui est d'ailleurs l'évolution de la pensée de plusieurs de vos compatriotes, essayer de faire un petit retour en arrière, parce qu'on a l'impression que il s'est passé en 63, 64, il y a eu comme une brisure. Par exemple, à cette époque-là, il y avait des gens qui étaient très populaires auprès des Noirs, en prêchant la non-violence. Je pense à Martin Luther King. Et beaucoup de Blancs disaient, ah, si les Noirs peuvent réussir à protester de cette façon-là, qui est une façon chrétienne, même si c'est inspiré de Gandhi. Mais le pays n'est pas chrétien. Vous voulez dire le pays blanc n'est pas chrétien? L'Amérique. En fait, l'Ouest. N'a pas le moindre amour pour notre Lord and Savior. Le pays n'est pas chrétien. C'est pas possible d'avoir un pays chrétien où le chrétien blanc et le chrétien noir se trouvent dans deux églises. Moi, je connais un peu le Nouvel Testament. Hein? That alone, ça uniquement, c'est pas possible pour un pays chrétien d'acheter et vendre et breed les hommes. De nourrir, oui. De les élever, de les éduquer. Non. Comment non, to breed cattle. Ah oui, de les élever comme on élève du bétail. Oui. C'est pas possible de le faire.
si on est chrétien. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que... C'est pas possible de vendre votre propre fils, votre propre fille, votre propre frère. Et c'est ça notre histoire. Il n'y a personne qui veut la mettre. Mais c'est ça l'histoire, c'est pas le problème noir. Pas du tout. Le problème c'est que les gens, mon père, mon propre père, mettons, hein, m'a vendu comme une bataille. M'a tué comme une bataille. Moralement, oui. Non, actuellement. Actuellement. Au fait, une dame qui me ressemblait, hein, était nourrice, hein, pour un gars qui veut ressembler. Hein? Et finalement, ce gars, en étant grand, a tué le fils d'une nourrice. Hein? On ne peut pas supporter ces choses-là. Je ne parle pas maintenant des Noirs, je parle des Blancs. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la philosophie, les valeurs spirituelles américaines sont tellement éloignées de la non-violence qu'ils ne peuvent pas comprendre ce langage de la non-violence et que c'était une illusion à cause de ça? Il y a qu'une civilisation du monde qui n'a jamais compris la non-violence. La non-violence, c'est... moi, je ne suis pas vraiment non-violent, mais je voudrais bien avoir une révolution sans sang. Mais, si ça c'est possible, c'est notre question. Mais la non-violence, et je me ramène toujours à 63 pour qu'on puisse remonter, la non-violence vous emmenait quand même, vous-même, James Baldwin, à rencontrer un des libéraux blancs les plus éminents que les gens disaient, lui pourrait aider. Je parle de Bob Kennedy, le frère du président. Vous l'avez rencontré sur le problème noir. Et après cette rencontre-là, vous avez dit des choses assez dures. Comment ça s'est passé, cette rencontre, et qu'est-ce que vous lui avez dit, et comment il a réagi? Ça, c'est... Bon. Non, c'est moi qui étais le chef de file, quoi, de cette délégation pour parler avec Bobby Kennedy, qui était à ce moment-là l'Attorney General des États-Unis. On savait que toute la ville du Nord va éclater. Et on essayait de lui dire. Mais à ce moment-là, il y avait Birmingham en grand titre, quoi, dans les journaux. Et tout le monde, c'était plus facile pour les Américains de penser que le Sud était pire que le Nord. On a essayé de lui faire comprendre que le Nord était pire que le Sud. On n'a pas réussi. Il n'y avait pas moyen de réussir d'ailleurs, parce que je n'ai rien contre Bobby Kennedy, pas du tout. Mais il n'y avait pas moyen qu'il puisse comprendre. Il y a presque... C'est impossible que, pour revenir à ce que j'ai dit avant, hein, il n'y a pas moyen pour quelqu'un qui ne supporte pas chaque instant de chaque journée, que ça veut dire d'être noir américain, de le comprendre. Il n'y a pas moyen. Même ceux qui s'intitulent des esprits libéraux. Il n'avait pas le moyen, il n'avait pas la moindre idée que ça veut dire pour moi d'essayer de trouver un taxi à New York. Alors, on ne parle pas de trouver une maison. Juste un taxi. Juste un taxi, un simple taxi. Alors, devant des murs d'incompréhension comme ça, le phénomène du recours à la violence peut se comprendre. Celui, par exemple, de Malcolm X. Je sais que vous écrivez en ce moment une pièce sur Malcolm X qui a été assassiné, finalement, et qui était un extrémiste qui prêchait la violence. Il n'était pas extrémiste. Non, je parle comme un blanc. Il était quoi, selon vous, Malcolm X? Il était un révolutionnaire. Oui, on appelle extrémistes les révolutionnaires qui n'ont pas réussi. He was a bad nigger. Et chez nous, tous les bad niggers
ont toujours trouvé le même fin. S'il était blanc, en train de lutter pour son pays, n'importe quel pays, l'Irlande, la Pologne, même l'Allemagne, il aurait été héros. Mais puisqu'il était noir, en train de dire un certain aspect au moins de la vérité, puisque vraiment c'était un révolutionnaire qui menaçait les institutions et l'ordre social et l'ordre économique et politique des États-Unis, ces États dits unis. Il était un sauvage, un noir sauvage qui n'a pas entendu, qui n'a pas compris la leçon de Jésus-Christ. Il y a d'autres leaders, évidemment, qui ont pris sa place. Stokely Carmichael. Stokely n'est pas un leader. Il n'est pas un leader. Il est quoi, selon vous, alors? Stokely, c'est un phénomène. Je connais Stokely, je l'aime beaucoup. Mais ni lui ni moi, par exemple, nous ne sommes pas les leaders. Non, j'imagine que vous n'êtes pas des leaders actifs parce que vous poursuivez votre combat sur d'autres fronts. Mais je vais vous parler d'un autre leader, d'ailleurs, et je vais vous faire entendre une déclaration. Je parle de Rap Brown, oui. Celui qui est le leader du mouvement nord-américain. Vous le connaissez. Il a fait une déclaration récemment, une déclaration qui, pour les Blancs, hein, est épouvantable et leur fait peur. Je vais vous la faire entendre et vous demander, à vous, quels sont vos commentaires là-dessus. D'accord. Et voilà. Brothers, be clear that war in Vietnam is for the birds. Lady bird, London bird, you bird, loony bird. That's their war. It ain't my war. The Viet Cong never called me nigger. The Viet Cong did not lynch Emmett Till. The Viet Cong did not shoot nigger ever. The Viet Cong is not starving people in Alabama. But who is the cracker, Lyndon Johnson? Lyndon Johnson is my enemy. Dire que Lyndon Johnson est son ennemi, ça paraît pour les Blancs une déclaration extrêmement grave. Les Blancs ont toujours été comment dire-je, perds mon français. Dites-le en anglais. Ils ont toujours été en peur, toujours avec peur. Hein? C'est le white backlash. Le white backlash est notre histoire, quoi. Il y a toujours un moyen de s'excuser. Ce qu'il dit là, Lyndon Johnson is my enemy, il a tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est pas uniquement Lyndon Johnson. C'est Washington. C'est Lyndon Johnson, c'est Dean Rusk, c'est Hubert Humphrey, c'est Robert McNamara, c'est Senator Eastland, Governor Wallace and his horrifying wife. Et sa femme horrible. Comment sa femme horrible? Tous ces gens, toute cette bande de paysans illettrés qui guident notre malheureux pays à ce moment-là, oui, ils sont mon ennemi. Ils sont notre ennemi et le vôtre aussi. Nous sommes maintenant le pays le plus dangereux du monde. Le plus puissant et le plus dangereux. Car il n'y a absolument rien dans le pays, personne dans le pays, au niveau de pouvoir, qui comprend ce que ça veut dire de vivre dans le monde. Ils supposent qu'ils peuvent contrôler le monde. Ces gens-là qui ont peut-être lu 2 livres dans leur vie et qui, hier, ont commencé à porter les chaussures. Quand on vous écoute, et quand on écoute certains des Noirs qui s'expriment publiquement, qui s'expriment de plus en plus violemment depuis quelque temps, on a vraiment l'impression que les choses vont aller très mal. Et vous le disiez tout à l'heure, ça va aller très mal. Oui, beaucoup plus mal qu'elles ne vont à l'heure actuelle. Et c'est dans ce contexte-là que je voudrais vous demander si, selon vous,
ce qui s'est passé cet été. Et ce qui se prépare, c'est une révolution organisée. Ou si c'est seulement des choses sporadiques. Mon vieux, il n'y a pas besoin d'organiser le désespoir. C'est le ghetto qui l'organise. Il n'y a rien organisé. Il y a le père et le fils dans la rue. Le père son boulot et le fils son avenir. Pour ça, il ne faut pas d'organisation. Non. Sauf l'organisation qu'on trouve à Washington. Mais dans la mesure où la révolution n'est pas Il seulement n'y a un pas acte, une révolution. Il n'y a que le désespoir. mais qui se traduit par ce qu'on appelle Ça, c'est dans, soit des ça, c'est émeutes. dans la presse. Ça, c'est dans la presse Mais comment traduisez-vous américaine. Le désespoir. Oui, mais un désespoir, il y a quand même plusieurs sortes de désespoir. Il y a celui qui se concentre sur lui-même et celui qui se décharge sur les autres. Et celui qu'on a vu cet été... Nous sommes un dixième d'une nation la plus puissante du monde. On peut avoir une révolution, mettons, au Mozambique ou au Johannesburg, où nous serons dans la majorité. Mais dans notre pays, il n'y a pas moyen. Nous n'avons même pas le fusil. Et même si on avait, le drame américain se trouve pas là. Le drame américain se trouve dans le fait que nous sommes liés avec le sang. Mais alors, pour que ces manifestations de désespoir aient des chances de réussir, il faut qu'elles soient organisées. Et vous êtes de ceux qui croient que ce n'est pas organisé. Je sais. Vous savez, ça n'est pas organisé. Je suis né dans les rues. Je suis toujours dans les rues. Il n'y a pas moyen de mettre d'abord, même si, mettons que c'était organisé, selon quel principe? Je l'ignore. Moi, je sais qu'il n'y a pas moyen de... Les Noirs américains, il faut comprendre que le Noir américain est aussi un Américain. Et il y a les gens noirs, n'est-ce pas, qui ont les beaux maisons, qui ont les Cadillacs, qui mangent à la faim, quoi, hein? Qui est presque blanc, enfin, pas de peau, mais au fait. Hein, il y a Edward Brooke, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Si c'était organisé, par exemple, si c'était vraiment organisé, ce ne serait pas le ghetto qui serait en flammes, mais la ville. Vous avez déjà écrit que quand on se met à haïr quelqu'un, on se détruit soi-même. Et en fonction de cette phrase-là, je voulais vous demander, en terminant, quelle est votre position morale à vous par rapport à la violence qui s'exerce aux États-Unis? Quelle violence? Je parle de violence Les deux sortes de violence. La violence du noir contre le blanc, la violence du blanc contre le noir. Il n'y a qu'une seule violence. Il n'y a qu'une seule violence. Il y a la violence qui condamne, n'est-ce pas? Le père n'avait pas pouvoir de se lever son enfant. Il y a la violence qui condamne l'homme de ne pas pouvoir de protéger sa femme. Il y a la violence qui condamne, n'est-ce pas? Quelqu'un qui travaille toute une vie pour sauver sa famille ne peut pas pouvoir pour le faire. Il y a la violence qui dit nigger. Il y a la violence qui vous met dans une cage et pour la vie, qui vous définit et pour toujours. Il y a cette violence en Amérique. La violence du noir est absolument rien contre cela. La violence est définie toujours pour l'éternité par quelqu'un qui vous méprise. Ça, c'est la violence. Et contre cette violence-là... Ça tue. Ça tue. Ça tue chaque 24 heures du jour.
Et ça c'est tuer les millions de gens. C'est beaucoup pire que la bombe atomique. Ça, c'est la violence. Et ça va se terminer comment? Ça va se terminer. Oui, ça va finir comment? Selon vous? C'est pas entre mes mains. Non, mais vous connaissez assez le problème peut-être pour deviner comment ça peut se terminer. Par exemple, si le pays avait le courage pour admettre que Senator Eastland de Mississippi se trouve dans un rôle tout à fait illégal parce qu'il ne représente pas les gens de Mississippi. Ou que le gouverneur Wallace aurait dû être mis en prison pour sedition, pour insurrection, parce que lui non plus représente les gens de l'Alabama. Si le pays avait le courage pour admettre qu'au fait, les bénéfices économiques, le système économique est beaucoup plus réel pour eux que la vie de n'importe quel citoyen. Si le pays avait le courage pour admettre que toutes les villes sont en ruine à cause de l'argent que nous sommes mis entre les mains des gens qui font l'argent et rien d'autre. Si on avait le courage, d'ailleurs, finalement, pour admettre que l'American Republic, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette heure-ci, est un désastre total, on peut peut-être le refaire. Tant qu'on n'admettra pas, ce sera...